C'est le moment de la chronique de Steve Fortin au Journal du Soir de radioinfocité.com. Et voici votre animateur, François Saint-Louis. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du Journal du Soir. En ce 30 mai 2017. Eh bien, ce soir, soirée encore une fois bien remplie ici sur radioinfocité.com. Steve Fortin va être avec nous. Salut Steve, comment ça va? Ça va très bien, toi? T'as deux invités de marque, hein, le chef d'Option Nationale et Brian Berrigan qui va être avec nous de la maison Too Close to Call et qu'en français on dit c'est la tendance se maintient. Et déjà avec nous. Oui, bonjour, Brian. Oui, je suis là. Comment ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup de prendre le temps. J'expliquais d'entrée de jeu dans notre introduction que je voulais vous parler de très rapidement de Gouin quand même, mais je veux profiter de vos lumières parce que si je ne m'abuse, vous habitez la Colombie-Britannique, non? Oui, j'habite à Vancouver. Oui, c'est ça. Et aussi, pendant qu'on se parle, je crois qu'on a les résultats en Nouvelle-Écosse. On les avait, je sais pas si ça a changé, c'était les libéraux qui gagnent, mais peut-être une minorité la dernière fois que j'ai regardé. Ah, OK. C'est incroyable l'ébullition politique présentement. Je veux d'abord vous entendre rapidement sur votre analyse. J'ai regardé j'ai conservé un gazouillis, un tweet de Québec 125, le QC 125, qui disait un peu vers environ 18h hier soir, avant le dévoilement des résultats, qui disait peu importe le résultat, cette élection-là, je veux dire, on ne pourra pas faire de grande analyse avec ça. Vous, je veux dire, pour ce que ça vaut, quelle analyse vous faites quand même des résultats de Gouin? Bien sûr, il faut faire attention avec le taux de participation si faible, mais quand même, quand il y a quelqu'un qui gagne si facilement, c'est quoi? 70%, 69% des voix, c'est quand même majeur. Et surtout, si vous regardez les résultats ou les projections avant cette élection, c'est assez en ligne avec les projections que l'on obtiendrait d'après les sondages récents. Donc, on peut pas faire une grande analyse, mais de l'autre côté, c'est cohérent. Donc, ça nous dit que probablement s'il y avait une élection générale demain, les libéraux seraient probablement en tête et le Parti québécois est probablement assez bas. Et pour parler de Québec solidaire, les sondages récents les donnaient à quoi? 13, 14%? Je pense qu'effectivement, ce parti est à 13 ou 14% au niveau provincial, avant le résultat hier soir d'Angouin. OK. Quand même, c'est surprenant. Et puis, il faut le dire que si on regarde, là, j'ai fait moi-même l'exercice quand il y avait des projections régionales pour les différents partis politiques. C'est difficile de projeter ces résultats-là dans si on veut dans les régions comme telles. Mais on doit admettre que le résultat d'Angouin était absolument, c'était sans équivoque. Je suis de ceux qui pensent que de toute façon, il n'y avait que le chiffre là à découvrir parce qu'il n'y a jamais personne qui a mis en doute le fait que ce comté-là allait demeurer dans le giron de Québec solidaire, non? On va surtout avec l'absence d'un candidat du Parti québécois. Non, effectivement, il n'y avait aucun doute. J'avais passé la barre de succès à 60% pour Gabriel Nadeau-Dubois. J'avais dit que 60% c'était un bon résultat. Au-dessus de 60%, c'était un très bon résultat. Donc à 70, c'est une très grosse victoire. Après, on le savait, c'est quand même assez impressionnant de voir quelqu'un qui est aussi populaire que lui, mais qui a pris la relève de Françoise David. C'est pas comme s'il prenait la relève d'un député sans nom, sans effet personnel ou rien du tout. Donc c'était pas si évident à la base que le candidat qui prendrait la place de Françoise David serait capable de conserver ce comté si facilement. Donc je pense hier soir, s'il y a au moins une chose que ça a confirmé, c'est l'attrait incroyable que Gabriel Nadeau-Dubois a au moins auprès d'un certain électorat au Québec. Peut-être pas lors d'une élection générale, peut-être pas auprès des centre droit, aux fédéralistes, mais auprès de la gauche et de la gauche montréalaise, faut se rendre à l'évidence. Il est populaire et il peut faire très très mal dans l'année prochaine.
Oui, dans Rosemont probablement, parce qu'on sait qu'ils vont viser le comté de Jean-François Lisée. Là, je pense que ça ne fait plus de doute, absolument. Et peut-être rapidement un mot sur la performance d'Option nationale. Comment vous expliquez ça? En fait, c'était pas une très grosse surprise, c'est une très bonne performance pour Option nationale et Vanessa Dion. Je pense, moi, personnellement, si je devais l'expliquer, c'est pas une performance due à Option nationale qui serait à genre 4 ou 5% au niveau provincial. C'est vraiment, il y a probablement une partie des électeurs péquistes qui, après la fin de semaine passée où les membres de Québec solidaire ont rejeté le PQ, ils se sont dit, on va quand même aller voter, mais on va voter pour l'autre option souverainiste. Puis c'est Option nationale. Donc, j'aurais été intéressé de voir le résultat d'Option nationale si Québec solidaire avait accepté l'entente avec le PQ. J'ai l'impression qu'on aurait eu des résultats relativement différents hier soir si Québec solidaire n'avait pas passé les 7 derniers jours à insulter et à attaquer les péquistes partout où ils pouvaient en ligne, sur Twitter et Facebook. Oui, je dois admettre que là, j'en ai un peu ma claque de ça. On va passer à autre chose si vous le voulez bien. Je veux vous entendre parce que je trouve absolument fascinant ce qui se passe en ce moment en Colombie-Britannique et vous êtes la meilleure personne, la personne la mieux placée pour nous expliquer ce qui est en train de se passer là-bas. Donc, premièrement, je crois que les gens ici qui lisent un peu, on couvre pas beaucoup la politique des autres provinces, malheureusement, dans cette province-ci. Mais expliquez-nous. Donc, là, l'entente est faite. C'est pas Christy Clark, la première ministre, a toujours la prérogative quand même, comme elle a 2 voix de plus malgré l'entente entre les Verts et le NPD, elle pourrait quand même essayer de mener une législature. Là. Expliquez-nous un peu comment ça va se passer. Oui, donc ce qui va arriver aujourd'hui, Christy Clark, la première ministre sortante ou actuelle, a fait une conférence de presse et elle a expliqué qu'elle allait essayer de convoquer l'Assemblée et elle va essayer de passer un discours du trône. Elle était assez réaliste sur ses chances. On parle pas, par exemple, c'était très différent de ce que Stephen Harper avait fait en 2008 où il parlait de coup d'État, qu'il allait refuser, qu'il allait se battre jusqu'au bout. Aujourd'hui, Christy Clark était assez rationnelle. Et là, elle a dit vraiment clairement, si je dois me faire battre, je vais me faire battre à l'Assemblée. Et ensuite, il semble effectivement qu'on aura un changement de gouvernement. Donc, je pense qu'elle s'est résignée au fait qu'elle va perdre le pouvoir. Il reste une petite chance que la lieutenant-gouverneur de la province, si les libéraux sont défaits en chambre, une des options, c'est de retourner en élection directement parce que l'Alliance verte et NPD, ça donne juste une majorité d'un siège. Après vous enlevez le président, c'est égalité à chaque vote. C'est pas très stable. Donc il y a une petite chance qu'on aille en élection, mais là, je dirais vraiment le scénario le plus probable, c'est on va effectivement changer de gouvernement, on va avoir un gouvernement néo-démocrate soutenu par les 3 députés du Parti vert. Oui, et j'explique pour le bien des gens qui nous écoutent que dans l'entente, ça a été très, très clairement établi que les Verts n'auront pas de ministre dans le gouvernement NPD. Cependant, les Verts ont insisté sur certains éléments qui faisaient convergence avec le NPD, par exemple le changement de mode de scrutin ou bloquer absolument le pipeline, l'oléoduc Kinder Morgan Trans Mountain. Et c'est ce qui a fait, c'est ce qui faisait dire en fait à plusieurs analystes dans votre coin, des analystes politiques, que la première ministre néo-démocrate en Alberta, juste à côté, elle aurait préféré que ce soit un gouvernement libéral, Christy Clark, parce qu'elle compte faire passer cet oléoduc-là pour sa réélection. C'est quand même drôle de voir que le NPD, l'autre côté, tout juste voisin de chez vous, appuyait plutôt les libéraux que l'autre NPD, non? Oh oui, non, absolument. Et sur le pipeline, on l'a vu ce matin où la première ministre d'Alberta a réitéré qu'il sera construit. Et lorsque les Verts et le NPD en Colombie-Britannique ont fait leur conférence de presse, ils étaient vraiment très fortement opposés à cette option. Et on voyait que John Horgan, le chef du NPD de Colombie-Britannique, était un peu mal à l'aise de critiquer son homologue d'Alberta, puisqu'ils sont quand même du même parti. Mais je pense pas. On verra ce qui va arriver. Techniquement, ça a déjà été approuvé. Les Verts, Andrew Weaver, le chef du Parti vert, était adamant qu'il pouvait encore le bloquer, qu'il y avait encore des recours possibles pour ne pas le construire. Donc on verra. Mais effectivement, pour l'Alberta, c'est une très mauvaise nouvelle, cette entente ou alliance. Et effectivement, ils ne veulent pas utiliser le terme coalition. Ils font très, très attention de ne pas dire le mot coalition dans leur conférence de presse.
Intéressant. Et dites-moi, du point de vue de l'analyste des sondages, quand vous avez vu le résultat, parce que ça a pris plusieurs jours avant qu'on sache, il y a eu des recomptages et tout ça, est-ce que c'était conséquent avec ce que vous aviez prévu? Oui, c'était un peu plus serré. J'avais les libéraux qui étaient capables de gagner une petite majorité, mais une minorité était possible. Ce qui est arrivé, c'est vraiment quelques comtés qui ont viré de l'autre bord. Le NPD qui a réussi à faire un peu mieux que prévu dans la grande région de Vancouver. Ils ont gagné, disons, 2 sièges de plus. Et ensuite, les Verts qui ont réussi à aller gagner ce 3e siège un peu par surprise. On n'était pas sûr s'ils seraient capables. Donc, on savait que ce serait serré. Et effectivement, ça a été le scénario parfait pour avoir une longue élection où on devait attendre des semaines pour avoir les résultats finaux. Dites-nous, vous dites que les Verts ont gagné un 3e siège et que c'était inespéré. Ils l'ont gagné aux dépens de qui? Je crois qu'ils l'ont pris au dépôt du NPD. Quand je dis que c'était inespéré, en fait, c'est assez amusant. Mes projections avaient les Verts avec ce 3e siège, mais en fait, à 3 jours du scrutin, on a eu un sondage fait dans cette circonscription qui montrait les Verts vraiment en retard. Et au final, le sondage local était complètement dans le champ. Et j'aurais dû conserver mes projections initiales, mais ça restait. On savait qu'il y avait une chance de 3e siège, mais c'était de loi pas assurée. Ah, voilà. Et en terminant, Brian Breguet, parlez-nous ce que vous savez de l'élection en Nouvelle-Écosse présentement. Et là, je vous avais pas dit qu'on parlerait de ça, mais quand même, est-ce que vous avez quelques commentaires à faire sur ce qui se passe en ce moment en Nouvelle-Écosse? Non, on a vu un résultat qui est très mauvais pour le mode de scrutin. On voit dans la plupart de la soirée, ce soir, on avait que les conservateurs étaient en avance, mais avaient moins de sièges. Au final, il semble que les libéraux vont avoir le plus de sièges et le plus de votes, mais on parle vraiment de genre quelques centaines de voix. Donc c'est pas vraiment, c'est un autre exemple des effets pervers, je dirais, du mode de scrutin actuel. On va conserver ça parce que on va reparler de ça ensemble, je l'espère, Brian Breguet. La question du mode de scrutin en est une qui me passionne particulièrement et je crois qu'on n'a pas fini d'en parler parce que ça sera le cas. Vous allez en discuter, vous, chez vous, en Colombie-Britannique, et ce sera le cas à l'autre bout si on veut, de la planète Canada ou du pays du Canada. Et j'espère que nous, au Québec, on discutera de ça aussi comme élément de convergence entre certains partis. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps, Brian Breguet. C'est toujours apprécié. Vous êtes chez vous, ici, à notre antenne, n'importe quand. D'accord, merci beaucoup. J'apprécie beaucoup. Salut bien, on avait Brian Breguet avec nous de Too Close to Call, ou comme on dit en français, si la tendance se maintient. Donc, François, tu es avec nous? Oui, toujours là, très intéressant, encore une fois, et je peux te dire que je regardais les résultats en Colombie-Britannique, c'est 40, en fait, l'opposition est majoritaire d'un député, je pense. C'est bien ça? 41 pour le NPD, 3 pour les Verts et 43 pour les libéraux. Est-ce que ça a changé? C'est deux comtés de plus pour les libéraux que le NPD, mais la balance du pouvoir au vert. Et puis, je peux te dire une chose, quand on regarde les analyses et la conjoncture, ce qui est en train de se passer présentement, que ce soit en Nouvelle-Écosse ce soir, parce que là, pendant qu'on était en ligne, j'ai pas eu le temps de bien analyser ça, là, mais je peux te dire une chose, il est en train de se passer quelque chose partout au Canada, et le Québec ne sera pas, si on veut, là, exclu de ça. C'est-à-dire que le mode de scrutin qui est en cours dans les provinces et au fédéral représente très mal la pluralité des voix qui veulent s'exprimer dans toutes les juridictions, que ce soit provincial ou même au fédéral. Et de plus en plus, il se pourrait bien que dans 17 mois, quand les Québécois iront voter, que, par exemple, en Colombie-Britannique, on soit en train de changer le mode de scrutin. J'espère que ça va donner des idées à d'autres personnes, notamment les progressistes au Québec, les indépendantistes aussi, et quelques fédéralistes qui sentent eux-mêmes que parfois l'option d'être obligé d'appuyer le Parti libéral corrompu à l'os quand le facteur dominant de ton vote, là, de la raison pour voter, c'est cette question-là. Moi, j'en connais des tonnes de gens dans mon comté qui préféreraient voter pour un autre parti que le Parti libéral, mais ce sont des fédéralistes purs et durs. C'était le Journal du soir sur radioinfocité.com avec François Saint-Louis.
Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.